Madame, Monsieur, bonsoir. Analyse des marchés de matières premières au menu de Questions Éco ce soir. Les cours des matières premières, notamment agricoles, flambent. Maïs, soja, blé ou sucre, tout ce qui compose le panier de la ménagère en vrac ou transformé est ainsi directement menacé d'inflation. D'ailleurs, l'indice de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, s'est envolé de 6% en janvier, du jamais vu depuis mai 2012. Ce rebond est le résultat de la hausse des cours de l'huile de palme, de soja ou encore de tournesol. Mais que se passe-t-il donc sur ces marchés de matières premières? Et comment expliquer cette ruée vers les produits de base? Ou encore, comment en temps de crise sanitaire et économique, produits de base et spéculation vont-ils de pair? Pour répondre à nos questions ce soir, un expert avec plus de 30 ans d'expérience dans les marchés des matières premières, Olivier Ravel, qui occupe actuellement le poste de président Europe de la bourse électronique de gré à gré Griffin Markets, sera avec nous. Bienvenue à toutes et à tous. Mais avant de joindre notre invité, je vous laisse avec ce papier de Al Benani qui revient sur les principales tendances des marchés des produits agricoles mondiaux. Les prix des produits agricoles sur les marchés mondiaux explosent. Aux États-Unis, la tonne de maïs a franchi les $166 et plus de $466 pour la tonne de soja en février 2021. Ces prix-là sont du jamais vu depuis 2013. Même son de cloche à Paris où la tonne de blé meunier se négocie à plus de $298, soit à son plus haut niveau depuis 2012. La flambée est pareille pour le sucre dont le prix est remonté à plus de $32 le kilo et la tonne de riz a atteint les $550 au plus haut depuis 2013. Cette tendance sur les marchés a un impact direct sur le porte-monnaie des consommateurs. D'après la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'indice mondial des prix alimentaires est au plus haut depuis 2014. Ce dernier, faut-il le rappeler, mesure la variation mensuelle des cours internationaux d'un panier de produits alimentaires de base. Cette flambée des prix agricoles serait due, selon les analystes, à la pandémie qui a fait son apparition en novembre 2019 en Chine, pays considéré comme l'un des plus gros acheteurs de denrées agricoles au monde. La Chine a été obligée de doubler, voire tripler ses stocks d'après les analystes. Enfin, les observateurs évoquent la fermeture des frontières, conséquence collatérale sur la hausse vertigineuse des prix des produits agricoles. J'ai le plaisir d'accueillir depuis Paris Olivier Ravel, président de la société Griffin Markets Europe. Bonsoir Olivier Ravel. Bonsoir et merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous d'être avec nous. D'abord peut-être une réaction, une première lecture sur la base des chiffres que nous venons de suivre. Écoutez, c'est tout à fait dans l'air du temps. J'irais même jusqu'à dire qu'au-delà des prix agricoles, c'est l'ensemble du complexe des prix des matières premières en fait qui est concerné par ces hausses. L'indice de référence historique des matières premières, ça s'appelle le CRB, et qui en fait calcule des moyennes sur 19 matières premières. 40% d'énergie, 40% d'agriculture et le reste réparti entre les métaux industriels et les métaux de base. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que cet indice est remonté au bas de la pandémie qui a touché les pays de l'ouest de l'Europe. Et l'indice valait à peu près 120 au mois d'avril 2020. Et là, on est en train de revenir à un niveau de l'ordre de 205 points à peu près. Donc ça représente une augmentation considérable. Et forcément, au cœur de cette augmentation, les prix agricoles ont particulièrement réagi. C'est vraiment dû à une conjonction de facteurs dont on va discuter, des facteurs structurels, des facteurs conjoncturels, une reprise mondiale qui va être très, très particulière, hein, parce que c'est peut-être une des premières fois dans l'histoire où on va avoir une reprise mondiale synchrone. Tous les pays qui vont, on espère, sortir bientôt de cette pandémie vont se mettre à faire du restockage, vont se mettre à redéployer leur appareil de production. Cet appareil de production, de transformation a été un peu stressé pendant la pandémie. Ça a causé beaucoup de problèmes de logistique. Et c'est une partie de ces problèmes de logistique qui a causé, on va dire, le départ de la remontée des prix.
Avant justement de développer les raisons, n'est-ce pas, de cette flambée des prix, peut-être revenons sur les produits. Quels sont les produits dont les cours ont le plus augmenté ces derniers mois, selon vous, et bien sûr selon cet indice de CRB que vous venez d'évoquer? Alors, les marchés agricoles ont fortement contribué à cette hausse, et à l'intérieur des marchés agricoles, je pense qu'il faut se concentrer en particulier sur deux produits, c'est le maïs et le soja, pour des raisons différentes et certaines communes. Je m'explique. La politique menée par le gouvernement chinois, et là je vais parler au départ du maïs, a eu un profond impact sur le prix du maïs mondialement. Il y avait une politique en fait de maintien de stock de sécurité qui a duré jusqu'en 2015-2016. Cette politique a été annulée à un certain moment et le prix, plutôt le montant du stockage de grains a diminué. En plus de ça, il y avait des interrogations sur le prix, sur la qualité, on va dire, des grains qui étaient stockés stratégiquement en Chine. Maintenant, une autre, c'est l'histoire des marchés agricoles, hein. On a eu en Chine la peste porcine africaine qui a absolument impacté de façon très violente le cheptel porcin en Chine. C'est une des premières sources de protéines animales, hein, la viande de porc, en Chine et dans les pays limitrophes. Et l'effondrement du cheptel lié à la peste porcine a contribué tout d'abord au départ à un effondrement des prix du maïs. Et là, on est dans la phase de rattrapage. C'est-à-dire que la peste porcine a été éradiquée et on assiste à grand renfort de subventions locales et d'incitation à la reconstruction de ce cheptel. Qui dit reconstruction de ce cheptel, en fait, évidemment, implique une augmentation très significative des importations de maïs. Les importations de maïs sont très importantes et sont un des éléments qui ont soutenu les cours. L'autre élément qui a soutenu les cours pour le maïs en particulier, c'est en fait la relation que le maïs entretient, cette fois-ci avec un certain nombre de marchés de l'énergie. Vous savez peut-être qu'on fabrique de l'éthanol avec le maïs, aux États-Unis en particulier, et que si les cours de l'énergie qui ont bien remonté depuis le début de l'année se manifestent économiquement de façon plus intéressante, ça va redémarrer aussi la portion du maïs qui va être transformée en éthanol. Maintenant, du côté du soja, qui est l'une des locomotives les plus importantes. Le soja est une plante très importante dans le négoce international des grains et des oléagineux. Pourquoi ? Parce que c'est la protéine de base en termes de nutrition animale. C'est quelque chose qui est relativement végétal facile. Plutôt. Donc, en fait, pour la nutrition, pour l'aliment des animaux, n'est-ce pas ? Exactement, excusez-moi, pour l'alimentation des animaux, exactement. C'est quelque chose, c'est une denrée qui est relativement facile à produire, mais c'est une denrée qui est impactée en ce moment. Alors, elle est impactée pourquoi ? Parce que d'abord, on a eu quand même un certain nombre de données géopolitiques qui sont venues intervenir, les confrontations entre l'administration américaine précédente et la Chine ont été sous tension. Ils ont noué une relation sur la base d'un deal dans lequel les Chinois étaient censés importer beaucoup de soja. Ils ont un peu joué le jeu au début, et puis après moins joué le jeu. Là, ils recommencent à jouer le jeu. Et on a des problèmes de disponibilité de soja, en fait. Les deux grands exportateurs mondiaux de soja vers la Chine sont les États-Unis et le Brésil, dans une moindre mesure l'Argentine également. Et en ce moment, là on va parler un petit peu de climat, donc grande pluie dans le Mato Grosso. À la semaine dernière, on a à peu près seulement 15% de la récolte brésilienne qui a été récoltée contre 31% d'habitude à cette époque-ci de l'année. La situation était déjà très tendue avant parce que les Chinois se sont remis, pour les mêmes raisons que j'ai invoquées tout à l'heure, à réimporter du soja massivement. Et la soudure de campagne est compromise, c'est-à-dire que entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, c'est-à-dire le soja brésilien et le soja américain, d'un côté, on a une vague de froid importante aux États-Unis. Ça impacte peut-être, on ne sait pas encore, un certain nombre de denrées agricoles, en particulier
le blé dur, mais ça impacte aussi peut-être la faculté d'exporter des sojas en Chine. Donc, en fait, vous voyez que les événements s'entrechoquent. Il y a des événements structurels qui viennent s'entrechoquer avec des événements conjoncturels et qui expliquent en fait cette situation de tension. Alors, événement conjoncturel, je vous interromps juste par rapport à cette question de corrélation que vous avez évoquée entre le maïs et l'éthanol. Et pour aussi certains observateurs, eh bien, il y a une causalité de transmission du rendement et de la volatilité entre les cours du pétrole et ceux des denrées agricoles. Alors, est-ce que vous pensez qu'un baril de Brent autour de $60 joue en faveur de cette flambée des prix des produits agricoles, soit-il pour l'alimentation animale ou humaine? Absolument, 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 à plusieurs niveaux. Il n'y a pas que le maïs en fait qui est impacté en termes de diversion possible vers l'éthanol contre l'utilisation humaine ou d'alimentation animale en termes de protéines. Ça concerne tout à fait le marché du sucre également. N'oubliez pas que le marché du sucre, l'exportateur le plus important, c'est le Brésil, et qu'au Brésil, la canne à sucre sert beaucoup à la fabrication d'éthanol. Oui. Et en fonction du prix du pétrole, une partie de la récolte sucrière est divertie vers la production d'éthanol ou bien vers la production pour l'alimentation. Alors, pour la petite histoire, pendant la pandémie qui nous a tous concernés, la consommation de sucre la consommation de sucre est restée très soutenue. Alors, je ne sais pas si les gens mangeaient du sucre pour se remonter le moral, mais c'est un état de fait. On est sur les prix des sucres qui tournent autour de des plus hauts depuis 3 ou 4 ans. Et c'est parfaitement lié à la reprise de ce qui s'est passé sur les marchés du pétrolier. Donc, les choses sont très fortement imbriquées, plus imbriquées qu'on ne le pense. Très bien. Est-ce que, outre justement, donc vous avez cité cette raison principale qui est l'importateur, le gros importateur avec beaucoup d'appétit, n'est-ce pas, chinois. Est-ce qu'il y a d'autres raisons par rapport à cette flambée des prix des produits agricoles? Pour certains, il s'agit, on l'a écouté d'ailleurs dans le papier, de la fermeture des frontières et une certaine implication aussi par rapport aux chaînes logistiques. Soutenez-vous cette théorie-là, Olivier Rafel? J'y souscris complètement. Deux choses. On va parler d'abord d'économie de façon générale. Il faut savoir que, et les gens peut-être s'en sont peut-être pas forcément entièrement rendus compte, mais 40% des dollars aujourd'hui en circulation ont été émis depuis le mois de mars 2020. C'est une vague de politique expansionniste en termes monétaires qui est très très importante. Cet argent finit par trouver son chemin sur les différents marchés. Je ne vous fais pas un dessin sur l'état des marchés des actions dans le monde aujourd'hui, qui sont très très largement soutenus par cette disponibilité en termes de politique monétaire. Évidemment, dans ces périodes-là, les marchés des denrées, les marchés des actifs solides entrent complètement dans le collimateur des investisseurs. Et depuis l'automne dernier, les investisseurs financiers se positionnent sur ces marchés de matières premières. Alors, ils se positionnent sur ces marchés de matières premières depuis plusieurs mois. Ils se positionnent de façon relativement importante. Et ça pose, c'est quelque chose qui doit rester dans le collimateur quand même des régulateurs, parce que sur les marchés agricoles et sur les marchés qui servent à l'alimentation humaine en particulier, ce sont des sujets qui sont assez sensibles. D'un autre côté, vous avez tout à fait raison. Les politiques qui ont été menées récemment, en particulier aux États-Unis, je fais référence bien sûr à la politique de tension en termes de barrières douanières qui a été mise en place par l'administration Trump, contribuent en fait à un sentiment d'insécurité, et qui dit en général sentiment d'insécurité au niveau national dit politique de stockage si possible. Donc à la fois, on a eu des problématiques qui ont contribué à renforcer la sécurité du supply, la sécurité de l'offre. Et d'un autre côté, la pandémie, elle, a
relativement fortement désorganiser les circuits logistiques. Si aujourd'hui, on oublie de le dire assez souvent, mais le prix du fret de gros et le prix du fret sur les containers également est au plus haut depuis plusieurs années. Et c'est le cas parce que ces décisions gouvernementales, ces tensions sur les barrières douanières associées à la désorganisation liée à la pandémie a fait qu'un certain nombre d'appareils de production n'ont pas tourné tel qu'ils devaient tourner habituellement. Ça crée forcément des pertes d'efficience. Je vais appeler ça comme ça, des pertes d'efficience, Oui. c'est-à-dire que avec un même nombre de cargos, si on n'arrive pas à se réorganiser sur les différentes routes, sur les différentes charters, on va être moins capable d'acheminer en temps réel et de façon la plus efficace possible les différentes denrées dans les différents points. Et ça, on est en phase en fait de réalignement des nouvelles routes du commerce international. Et c'est pour ça que le prix du fret est très élevé en ce moment. Alors justement, tous ces éléments combinés font que, il y a un impact sur l'inflation, sur le panier de la ménagère, sur les prix des produits de base. Est-ce qu'aujourd'hui, certains évoquent même des pénuries? Pensez-vous que ce risque est à craindre aujourd'hui? Et quel degré d'inflation? Est-ce qu'on parle d'une inflation à court terme, à long terme, surtout avec ce phénomène de super-cycle qui revient beaucoup dans les analyses des observateurs? Comment cela va-t-il se répercuter finalement sur la poche du consommateur? Alors ça, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Je vais quand même essayer d'apporter quelques éléments de début de réponse. Il est vraisemblable, en écoutant ce que dit le marché, en écoutant entre guillemets la musique des prix du marché, il est vraisemblable que nous sommes partis effectivement sur un cycle relativement synchrone. Sur les produits agricoles en particulier, à l'intérieur des prix de l'énergie, je pense qu'on est parti sur un cycle de hausse de prix de plusieurs années. Qu'est-ce qui me fait penser ça? Plusieurs choses. Je n'ai pas parlé non plus de changements politiques qui ont été mis en place en Russie. La Russie est un exportateur très important de grains, et en particulier, il est un exportateur très important de grains depuis la mer Noire, donc la Russie, plus l'Ukraine, mais là je parle particulièrement de la Russie. Une politique de taxation à l'exportation a été mise en place par le gouvernement russe, qui veut s'assurer que l'augmentation de la production ne va pas partir intégralement à l'exportation, et donc fait tout ce qu'il peut de son côté pour que les denrées produites en Russie servent aussi également et en priorité à réaliser l'offre, à satisfaire à l'offre du pays de la Russie. Donc, on a un certain nombre de choses qui viennent se combiner. La Russie est un exportateur très important dans l'arc méditerranéen. Alors, traditionnellement, la France a toujours joué ce rôle d'exportateur le plus important pour le blé en particulier. Dans les pays du sud de la Méditerranée, hein, donc le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, qui sont des importateurs. Maintenant, il est clair que avec les ratios de stock par rapport à l'utilisation qui sont au plus bas depuis fort longtemps on va prendre quelques exemples. Sur le maïs et sur le soja, aux États-Unis, on est au niveau les plus bas depuis 2012-2013 sur ce ratio de stock entre l'utilisation et le stockage en fin de campagne. Et donc, typiquement, ce ne sont pas des situations qui peuvent se résorber sur une saison. On réfléchit en termes on appelle ça en anglais marketing year, c'est-à-dire la saison qui va de la récolte à la récolte suivante. Et on sait d'ores et déjà que quand on arrive en fin de campagne et qu'on a un niveau de stockage qui est très très bas, inhabituellement bas, c'est peu probable qu'on va pouvoir résorber cette situation de tension sur la base d'une seule saison. Donc oui, il faut faire attention. Maintenant, tant que... Alors là, c'est ma philosophie qui est favorable à des marchés libres qui parle maintenant. Tant qu'on laisse les prix libres, autrement dit qu'on n'intervient pas
pour casser le thermomètre parce qu'on n'aime pas lire la température. Donc, quand vous dites, je vous interromps, Olivier Ravel, parce que c'est très intéressant que vous parliez justement de liberté, n'est-ce pas, des prix. Qui dit liberté des prix dit aussi spéculation. Et puis là, on parle de produits de base qui sont essentiels à l'alimentation, sécurité alimentaire, etc. Et j'en passe. Donc, est-ce que il n'est pas temps peut-être d'instaurer une certaine régulation pour ces marchés qui concernent l'humain finalement et sa survie? Oui, non, vous avez tout à fait raison. Je vous rassure quand même. En Europe, dans l'espace de l'Union européenne, les régulateurs nationaux et l'ESMA, donc qui est le super régulateur national, enfin le super régulateur européen, a mis en place un certain nombre de politiques qui limitent l'intervention des acteurs qui ne sont pas des acteurs au sens physique dans les chaînes de production, de processing ou de consommation. Ils ont limité leurs interventions de façon relativement importante, en particulier quand on se rapproche des dates d'expiration des contrats futurs sur les différentes bourses. Maintenant, c'est un sujet qui est un sujet important. Les spéculateurs, on en a besoin parce qu'ils doivent contribuer à donner un signal de prix. Pourquoi est-ce que c'est important de donner un signal de prix? Parce que en fait, c'est sur la base de ce signal prix que les exploitants agricoles vont décider de planter telle ou telle récolte à la saison suivante. C'est pour ça que le signal prix doit être relativement libre, mais je suis d'accord avec vous, dans une certaine mesure, en particulier quand il s'agit de l'alimentation humaine ou animale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ces marchés qui sont typiquement plus étroits que les marchés des taux, les marchés des devises ou les marchés des actions, il ne faut pas qu'ils soient encombrés de la présence pure de spéculateurs financiers. C'est quelque chose qui doit être surveillé et c'est quelque chose qui est surveillé. Est-ce qu'on peut aussi surveiller la fin justement de cette flambée des prix? Puisque vous parlez de marchés financiers, est-ce qu'on peut peut-être espérer une correction comme ce qui se passe sur les marchés financiers par rapport à ces marchés de matières premières, notamment agricoles? Bien sûr. Alors, je pense que qui dit cycle ne veut pas dire hausse ininterrompue, très loin de là. Les marchés de matières premières en général répondent traditionnellement à des cycles hausse de prix, rattrapage d'investissement, investissement qui est réalisé, qui doit se déployer dans la durée, surcapacité de production, rebaisse des prix et on recommence. Donc ça, c'est un cycle typique. Donc loin de là l'idée de faire penser que le prix des matières premières va flamber de façon ininterrompue. Je suis un tout petit peu plus méfiant sur certaines denrées, comme par exemple le maïs, qui lui peut être impacté par le prix d'autres matières premières comme le pétrole, si on fait de l'éthanol, ou bien le sucre avec l'éthanol. Ça, ce sont des choses qu'il faut surveiller parce que ce sont des marchés qui sont connexes et en fonction de leur évolution en termes de prix relativement, ils s'impactent les uns les autres. Maintenant, sur le riz, sur le blé, sur d'une certaine façon le soja, une fois que le cheptel chinois, par exemple, pour parler de structurellement, une fois que le cheptel chinois porcin sera reconstitué, il est vraisemblable que les Chinois se mettront à moins restocker et continuer à importer de façon importante et contribuer à assécher les marchés internationaux sur le maïs en particulier, sur le soja. On va terminer peut-être rapidement sur le reste de ce complexe, n'est-ce pas, des marchés des matières premières. Et par rapport à présent, Olivier Ravel, par rapport à cette conséquence involontaire de la lutte contre le changement climatique, bien sûr avec l'administration Biden qui se remet dans les accords de Paris et toute cette nouvelle politique américaine, en tout cas la politique américaine qui va se remettre sur plus d'énergie renouvelable. Comment cela pourrait impacter les cours des métaux, en l'occurrence? Alors, sur les cours des métaux et le cours des métaux industriels en particulier, il peut se passer des choses. Il a déjà commencé à se passer des choses. On va prendre un exemple, le parc automobile. Plus je mets d'électronique dans l'automobile et plus je mets de véhicules électriques en production par rapport à la flotte globale de transport de particuliers, plus je vais consommer de cuivre.
Et un certain nombre de métaux industriels tels que le cuivre et d'autres éléments qui servent, par exemple, un certain nombre de métaux rares qui servent à faire les aimants des grandes éoliennes, peuvent être effectivement eux aussi soumis à des pressions, surtout si l'administration américaine effectue un virage à 180 degrés entre l'administration précédente et cette administration-ci, à savoir décider que l'investissement dans les énergies renouvelables est quelque chose qui doit être favorisé. Donc oui, ça va avoir des impacts, ça risque d'avoir des impacts sur d'autres marchés tels que les marchés de métaux de base, les métaux industriels et certains métaux précieux qui servent éventuellement même de catalyseurs pour certains processus industriels. Merci beaucoup Olivier Ravel d'avoir répondu à nos questions pour tous ces éclairages et cette très belle analyse sur ce marché complexe ou ce complexe des marchés des matières premières. Merci beaucoup. Merci infiniment, merci pour votre invitation. Merci, je rappelle donc que vous êtes président Europe de Griffin Markets. Voilà, c'est la fin de Questions Éco. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.